Donc je disais que l'Université ouverte était très heureuse de vous accueillir dans ces lieux prestigieux pour cette troisième conférence de ce cycle. Elle fait partie, cette conférence, d'un cycle qui comporte des auteurs qui ont tous la particularité d'avoir écrit un livre sur Vivre mieux avec. Vous en avez déjà eu 2 exemples chez Odile Jacob. Ce sont des personnes d'expérience qu'on vous présente donc. Et ici, aujourd'hui, Agnès Auger est une jeune femme et qui a la double compétence, qui a l'originalité d'une double compétence d'être orthophoniste et psychothérapeute. Elle est spécialiste de la psychothérapie comportementale et cognitive et elle essaye, je crois qu'elle y parvient pas mal, elle essaye de faire le parallèle entre la voix humaine et la personnalité des gens qui ont cette voix. Elle vous intéressera beaucoup et je vais lui céder la parole tout de suite parce que je n'ai pas d'autre compliment à lui faire que sa compétence. Je vous rappelle qu'il y a encore 3 conférences après. La prochaine, c'est le 21 février, c'est le docteur Robert sur les allergies. Je ne suis pas sûr de pouvoir être là pour le présenter, mais je vais essayer. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis je remercie d'avance la conférencière de nous parler de la voix, d'une douce voix, j'espère. Merci, docteur. Tout d'abord, merci d'être présents aussi nombreux. Je suis ravie et touchée que la voix puisse intéresser le grand public, puisque je pense que trop longtemps, ça a été réservé aux spécialistes. C'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie d'écrire, d'ailleurs, ce livre. C'est pour mettre à la portée de tous cette possibilité de s'interroger sur ce qu'est la voix, puisqu'elle nous concerne tous. Alors, voilà, je vais vous parler plus précisément des points qui me paraissent importants à retenir dans ce que j'ai écrit dans ce livre. Et puis, bien sûr, je serai très intéressée par vos questions. Pourquoi pas des gens qui veulent me parler de leur voix seront les bienvenus pour dire des choses ici avec leur voix et on pourra in vivo expliquer des choses pour faire mieux comprendre certains messages parce que c'est pas forcément évident la voix. Et je trouve que donner des indications pratiques, ça peut être utile pour comprendre plus précisément les choses. Alors, j'ai pas tellement l'habitude de parler devant un si grand nombre. Je travaille en cabinet libéral, dans mon petit coin, avec des gens, des spécialistes qui ont été intéressés par mes travaux, comme le docteur Cotreau et Frédéric Fanget, donc qui m'a proposé d'écrire dans sa collection, et qui m'ont poussé à aller plus loin, c'est-à-dire à expliquer ce que j'avais ressenti depuis longtemps, c'est cette correspondance entre la voix et la personnalité, donc la psychologie de l'individu. Et c'est un lien très intéressant que j'ai trouvé très tôt, un peu par hasard. Au début, j'étais une technicienne de la voix. Et puis, je me suis aperçue que les gens qui venaient me parler, c'était des gens qui avaient envie de parler avec leur voix. Et ça m'a beaucoup interrogée. Et j'étais que technicienne et j'avais juste des petits outils à leur proposer, techniques. Mais ça ne leur suffisait pas et moi non plus. Alors il a fallu pousser les investigations un petit peu plus loin et se dire, mais alors si il veut me parler de lui, il faut que je m'y connaisse un petit peu plus dans la psychologie de l'individu. Et c'est pour ça que j'ai fait des études en thérapie cognitive et comportementale. Donc ce qui m'intéresse, c'est le comportement en général, mais aussi le comportement vocal, puisque ça va se rejoindre. Donc tout ça pour dire que je suis devenue, au-delà de technicienne, un peu plus intéressée par ce qu'il y avait derrière la voix. Donc j'ai basculé un petit peu du côté de la psychothérapie pour creuser. Et j'ai donc pu trouver des choses très intéressantes.
C'est ce que je vais vous expliquer un petit peu ce soir. Vous ne m'en voudrez pas trop si ma voix tremble un petit peu. C'est toujours un petit peu émouvant au début, mais ça va bien se passer. Alors, donc vivre mieux avec sa voix. Pourquoi ce titre ? Parce que, eh bien, les gens qui viennent me voir, c'est souvent ce problème qu'ils se posent à eux-mêmes. Ils ne sont pas bien avec leur voix. Ils ne vivent pas bien avec leur voix. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment les amener à vivre mieux avec. Mieux avec leur voix, donc mieux avec eux. En même temps, on n'a pas eu trop le choix. Vivre mieux, c'était le titre de la collection. Alors. Donc, pour vous parler un petit peu de ce qui va être abordé ce soir, on va donc essayer de revoir ce que c'est que la voix. Existe-t-il une voix idéale ? Après, on rentrera dans des détails techniques parce que ça peut vous intéresser, je pense, pour comprendre mieux le mécanisme de la voix, derrière lequel on a un comportement global mais aussi vocal. Et puis, bien entendu, on a des émotions dans la voix, ce qui me paraît fondamental. Derrière ces émotions, on a une pensée, et puis, au-delà de la pensée, eh bien, il faut que tout ça s'articule et que tout ça soit en accord. Et quand il y a un problème avec la voix, il y a parfois un problème avec cette discordance entre ce que la personne pense d'elle et ce qu'elle voudrait que ça renvoie dans sa voix. Alors, donc, dans un premier temps, je vais revoir avec vous ce que c'est que la voix. Alors, pour que ce soit un peu plus interactif, je vais demander à quelqu'un de me dire ce que c'est que la voix pour lui. Qui veut, par exemple, me dire ce que c'est que la voix pour lui ? De l'air vibré, oui. C'est scientifique. Est-ce que d'autres personnes ont... Oui, c'est ça aussi. Est-ce que c'est autre chose encore pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la voix ? Parce que je ne vais pas vous donner toutes les réponses en même temps. Il faut que vous travailliez un petit peu aussi. Corde vocale, oui, très bien. Comment ? Le son, voilà, c'est ça. Avant tout, c'est le son. Donc, la voix, avant tout, c'est le son, bien sûr, parce que ce son-là est produit par une vibration, la vibration laryngée, qui s'opère par l'action des cordes vocales. Alors, je suis très intéressée de voir que les gens viennent pour des problèmes de voix et ils ne savent pas du tout ce que c'est que des cordes vocales. Ils ne se les représentent pas du tout dans leur tête. Donc, malheureusement, à l'école, je ne sais pas pourquoi, on fait beaucoup d'anatomie avec les petits et la voix, ça passe au travers. Et quand on demande aux enfants s'ils savent ce que c'est que les cordes vocales, mais certains adultes, pas plus. Donc, il y a 2 cordes vocales. Certains pensaient qu'il y en avait plus. Il y a même des patients qui m'ont dit 10. D'accord. Donc, avant tout, c'est important qu'il y ait une représentation mentale de ce que c'est que les cordes vocales derrière ce son. Alors, je suis d'accord avec madame, effectivement, c'est un son pour se mettre en relation les uns avec les autres, avant tout, pour transmettre un message qui passe, bien sûr, par une mise en mots organisée par une pensée. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui sort, c'est, oui, la voix, le son, mais bien sûr que c'est plus compliqué puisqu'il y a autre chose que des mots. Et c'est pas ce qui m'intéresse dans la voix, c'est le son et pas les mots. Donc ce que me disent les gens, c'est important, mais c'est ce que traduit la voix qui va m'intéresser. Et ensuite, ce qu'ils pensent de leur voix. Et ils ont donc des pensées sur leur voix. Tout le monde a des pensées sur sa voix. Donc voilà, on va parler de l'organe vocal. Donc le larynx, des choses un peu compliquées.
Alors. Donc, les cordes vocales sont au niveau du larynx. Ce que vous voyez là, vocal corde. Et puis, donc à gauche, vous avez les cartilages qui représentent le larynx. Et à droite, vous avez les plis vocaux qui sont à l'intérieur du larynx. Bon, après, il faut aimer l'anatomie, hein, mais je vais vous montrer ce que c'est que des cordes vocales. Voilà, alors ça, c'est quand elles sont dessinées. Donc, pour voir des cordes vocales, il faut aller chez un ORL. Vous ne pouvez pas les voir comme ça. Et l'ORL, il va mettre un petit tube dans votre gorge pour aller voir au-dessus de la trachée et vérifier comment elles sont, si elles vibrent bien. Ah, je veux bien. Merci. Voilà. Donc les cordes vocales, ce sont ces deux petits rubans blancs que vous voyez. À l'inspiration, les cordes vocales s'ouvrent pour laisser passer l'air et elles se ferment lorsque vous parlez et elles vibrent entre elles et c'est ce qui va produire le son. Alors, je vais essayer de tout faire en même temps. Donc, descendre l'image pour vous montrer des photos. Voilà à quoi ça ressemble quand vous regardez au-dessus de la trachée, au fond de la gorge. Alors, c'est pas très joli, mais il faut s'habituer. Donc, ces deux petits rubans blancs, ils vont s'accoler, produire la vibration, et en fonction de la qualité de l'accollement, vous aurez une voix qui sera plus ou moins idéale, plus ou moins altérée. Et bien sûr, parfois, il y a des altérations organiques des cordes vocales, où vous aurez des lésions des cordes vocales. Donc là, il y a deux modes d'intervention quand on fait des rééducations ou des thérapies vocales. Il y a des gens qui viennent pour des dysphonies organiques, c'est-à-dire qu'ils ont des lésions sur les cordes vocales, donc je vous en parlerai après, ou des gens qui ont un problème de mécanisme de l'appareil vocal, c'est-à-dire dans la tension qu'ils mettent pour produire un son, il va se passer des choses désorganisées qui vont engendrer des choses compliquées pour produire une voix correcte. Et ça, c'est de l'ordre du mécanisme. Alors que les gens qui sont au-delà de ces difficultés vont déjà avoir des lésions. Et alors, si c'est des nodules, ça ne s'opère pas forcément. Mais si c'est d'autres lésions comme des polypes, des granulomes, il y a tout un tas de lésions qui peuvent apparaître. La cigarette peut produire des choses beaucoup plus graves comme des pseudomyxomes, des choses qu'il faudra opérer. Et pour récupérer une voix saine, ça risque d'être un peu plus compliqué après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur est-ce que c'est clair ce que je vous montre? Ok. Alors, voilà pour les pathologies. C'est moins joli quand même. Donc, déjà, je vous ai parlé. Alors, je vous ai parlé des nodules. C'est ce qui se rééduque très bien. Excusez-moi, je ne suis pas au point. Au niveau de... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Ce n'est pas très beau, mais c'est intéressant quand même de voir ce que c'est que les lésions des cordes vocales. Donc, voici des nodules. Ça se récupère assez bien avec une rééducation, un polype, des granulomes, des kystes. En dehors des nodules, le reste s'opère plutôt. Donc, on fait une rééducation avant et après chirurgie. Voilà. Donc, vous voyez les petits rubans blancs qui sont déjà vascularisés. Enfin, c'est plus tout à fait net comme ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Voilà, ouverture, fermeture.
des cordes vocales. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on va revenir sur cette fameuse voix idéale. Alors, une voix idéale, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Exactement. Oui. Oui. Cette capacité de modulation, c'est juste. Oui. 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 Donc elle a fait certainement une rééducation. Mais il est vrai que ça demande une hygiène très particulière. Une hygiène vocale très particulière. C'est-à-dire que, je ne sais pas à qui vous pensez, si vous pensez à Nathalie Dessay. Alors, oui, la difficulté chez ces professionnels de la voix, c'est qu'ils utilisent beaucoup leur voix. Et il faudrait qu'ils aient beaucoup de temps de pause. Et malheureusement, ils sont très sollicités. Et au bout d'un moment, c'est un organe qui s'use. Donc, voilà, après, il faut qu'ils aient encore plus d'hygiène de voix et qu'ils se protègent beaucoup plus. Elle s'use. Bah oui. Oui, oui. Et puis l'activité importante, de toute façon, finit par fatiguer et produire des voix qui sont moins idéales. Hein, ça réduit les possibilités. Alors, je vais vous parler des paramètres de la voix. Donc, les paramètres de la voix, qu'est-ce que c'est ? C'est la fréquence, la hauteur de la voix, ça veut dire, l'intensité, la puissance sonore. Le timbre, c'est la qualité, c'est-à-dire que est-ce que votre timbre est clair ? C'est un peu difficile à qualifier le timbre parce que la couleur de la voix, c'est très subjectif. Donc on peut essayer de trouver des adjectifs plutôt sur le timbre pour qualifier la voix. Mais par rapport aux consultations, on parle de voix voilée. Quand il y a de l'air qui passe, on entend un voile dans la voix, c'est-à-dire de l'air dans la voix et la voix n'est plus claire du tout. Donc le voile, on peut parler d'un timbre éraillé, on peut parler d'un timbre désonorisé. Donc c'est plutôt ces choses-là. Après, quand il n'y a pas d'altération, on peut qualifier la couleur de la voix et là, il y a un tas d'adjectifs, mais c'est très subjectif. Bien évidemment, la vitesse, le débit. Donc c'est la mise en mots, certes, mais le débit intervient dans votre voix et donne des indications intéressantes. J'ai rajouté l'intonation parce qu'on aurait pu même mettre l'accent, mais ça va plutôt avec la fréquence et la capacité à moduler. Alors, pour revenir aux personnes qui viennent pour dire que leur voix ne leur convient pas, on a très fréquemment 3 choses qui reviennent. Ça concerne les 3 premiers paramètres. Donc, des problèmes de modulation de fréquence, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui trouvent que leur voix est trop haute, trop basse, ou à cause d'une altération laryngée des cordes vocales, ils vont plus pouvoir monter dans les aigus, plus pouvoir chanter, plus pouvoir moduler. Ou alors, une fréquence monocorde, ils ne peuvent pas du tout moduler leur voix. Certaines personnes auront des problèmes d'intensité, c'est-à-dire qu'ils vont se plaindre de ne pas pouvoir avoir une voix projetée. Plus rarement, vous avez des gens qui viennent vous dire « je parle trop fort ». Ça, c'est très rare. Ils ne s'en rendent pas compte, en principe, les gens qui parlent trop fort. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, ça va avec les comportements. Donc après, le timbre, oui, y a certaines personnes qui viennent dire « j'aime pas ma voix ». Pourquoi ? Parce que je ne la trouve pas jolie, elle n'est pas claire.
Bon, bien sûr que ça voudra dire autre chose, mais c'est intéressant de déjà, eux, qui puissent permettre de se dire elle n'est pas claire. Et puis, la vitesse, bien évidemment, ça va avec tous les autres paramètres. En fonction de la vitesse, on va modifier les trois autres paramètres précédents. Alors, pour vous détailler un petit peu, si ça vous intéresse, la fréquence en Hertz. Donc, il y a des fréquences dites normales pour l'homme. C'est 270 Hertz à 350. Nous, on dit sol 1, mi 2, c'est-à-dire que sur un clavier, on cherche s'ils sont sur la bonne hauteur, s'ils sont trop hauts, trop bas, s'ils sont dans la norme. Et ça va vous donner des registres de voix, ténor, baryton, basse pour les hommes. Pour les femmes, c'est plus haut, bien sûr. Donc 540, 700 Hertz et la demi 3. Donc ça donne des voix de femmes soprane, mezzo-soprane et alto. C'est classé du plus aigu au plus grave. Et puis la voix de l'enfant. En termes d'intensité, en principe, un sujet qui parle normalement. Alors 20 décibels, c'est une voix faible plutôt, mais ça peut monter jusqu'à 65 quand la discussion est un petit peu animée. Et puis les gens qui ont besoin de parler en voix projetée, par exemple si j'enlevais mon micro, je serais obligée de pousser l'intensité. Et donc je pourrais monter jusqu'à 80. Après, vaut mieux avoir un micro, sinon les cordes vocales, elles dérouillent un peu quand même. Voilà pour les qualificatifs de la couleur de la voix. Donc tout ce qui concerne cette partie-là, claire, voilée, éraillée, rauque, nasale, bitonale, désonorisée, chevrotante, c'est plutôt quand on cherche une pathologie. Et puis pour les autres, c'est une couleur subjective. On sait qu'il n'y a pas trop de pathologie. Nasillarde, ça se corrige. Les gens qui parlent comme ça se corrige. Voilà. Après, vous pouvez vous-même en trouver d'autres. Vous retrouvez là-dedans, écoutez quelqu'un et puis vous amusez à trouver quel qualificatif vous pouvez donner à sa voix. Alors la vitesse, en moyenne, c'est 180 à 210 mots par minute. Donc en dessous, ça peut endormir. Au-dessus, ça peut saouler. Je pense à cet animateur qui est décédé, Jean-Luc Delarue, qui avait une vitesse à 250. Et l'intonation, ça va être la capacité à moduler votre voix. Donc, est-ce que vous êtes capable de mettre des hauteurs en fonction du sens? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ce genre de choses, mais bien plus expressive en fonction de la phrase que vous voulez dire. C'est un exemple. Alors, je vais vous parler maintenant du mécanisme vocal. Qu'est-ce que c'est le mécanisme vocal? Alors bien sûr, les cordes vocales vibrent entre elles pour produire un son, transmettre un message, c'est ce qu'on a dit. Mais ça fait partie d'un mécanisme. Et sans d'autres muscles, sans d'autres choses qui vont fonctionner toutes ensemble, la voix ne pourrait pas se produire. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt du mécanisme vocal. À savoir, que dans ce mécanisme, ce qui est très important de considérer,
c'est la position que vous avez quand vous prenez la parole, parce que ça va changer beaucoup de choses. Si je parle comme ça, vous voyez, ça change ma voix. Si je parle comme ça change ma voix aussi. Vous l'entendez ? C'est infime, hein, mais c'est très perceptible. La respiration, sans la respiration, on ne pourrait pas produire de voix. Donc ça va dépendre des muscles, principalement le diaphragme et d'autres. Et ça va donner, quand c'est possible, ce qu'on appelle une coordination pneumophonatoire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette capacité qu'on a de poser sa voix sur sa respiration et de faire en sorte que ce soit coordonné. Donc, dans les gens qui ont des problèmes de voix, très souvent, ça touche cette difficulté à coordonner sa voix et sa respiration. La plupart du temps, et c'est rare que les gens aient une coordination juste entre leur voix et leur respiration. Donc, on va s'intéresser en priorité à la façon dont ils se tiennent, à leur posture, corriger des choses s'il y a des choses à corriger pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps quand ils vont s'exprimer. Apprendre à respirer, on a souvent des respirations inversées. Donc, on réexplique tout le mécanisme de la respiration. Et on va, une fois que c'est réussi et compris et un petit peu clair pour eux, leur apprendre à coordonner leur voix et leur respiration. Est-ce que ça va ? Alors, on a différentes positions du corps à la phonation. Donc, on regarde comment ça se passe. Donc, vous avez des choses importantes comme l'expression faciale, la mobilité des mâchoires. Vous regardez le cou, la nuque, en tout cas tout ce qui entoure l'organe vocal. Donc la posture, très important. Alors voilà, voici des exemples de positions. Donc, lorsqu'une personne est stressée, par exemple, vous allez avoir des modifications de la position des muscles du corps. Alors, on arrive maintenant au comportement vocal. Qu'est-ce que c'est le comportement vocal ? Par rapport à tout ce que je vous ai dit, eh bien, c'est ce que vous mettez dans votre voix pour montrer si vous êtes affirmé, passif ou agressif. Donc, on a 3 comportements à voir et à revoir dans l'interrogatoire, lorsqu'on fait un bilan, c'est de permettre à la personne de se situer parmi ces 3 comportements et en fonction des situations qu'elle vit, qu'elle essaye de se retrouver dans ce comportement vocal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces comportements ? Donc, en fonction de votre niveau d'affirmation, ça va retentir sur votre voix. C'est-à-dire que quelqu'un de passif, il va avoir une voix différente de quelqu'un d'affirmé. Quelqu'un d'agressif aussi. Et ça va jouer sur les paramètres de la voix. Ça va se traduire. Et c'est ce qui pose problème. Donc, par exemple, vous avez des gens qui disent lorsque je prends la parole en réunion, on ne m'entend pas. Je ne me sens pas écoutée. Je ne me sens pas bien. Je sens que je ne suis pas intéressant. Ils se disent des choses dans leur tête, bien sûr, qui va induire un comportement. Et donc, qui va être audible dans leur voix. Donc, quelqu'un de passif va avoir tendance à baisser son intensité. Il va parler moins fort. Il va avoir une fréquence, une hauteur de voix
qui ne va pas trop fluctuer, parce qu'il ne veut pas faire de vagues. Il ne veut pas trop que ça se voit, il ne veut pas trop être vu, on va dire. Alors au niveau du débit, il peut avoir un débit plus ou moins lent, mais surtout quelqu'un de passif va avoir tendance à produire des pauses nombreuses, revenir en arrière, avoir des hésitations. Bon. Au niveau du timbre, très souvent, en ce qui concerne le comportement passif, on a un timbre voilé parce que comme la personne ne sera pas à l'aise, il va y avoir une répercussion sur la partie physique, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas mettre en jeu les muscles de la même façon que quelqu'un qui n'est pas passif. Donc, il va y avoir de l'air qui va passer au milieu de ses cordes vocales et vous allez l'entendre. C'est ce qui donnera un timbre donc peu affirmé. Voilà, les intonations seront discrètes. Par opposition, comportement agressif. Dans la voix, on va l'entendre par une intensité forte. Tout le temps forte. Avec peu de modulation. C'est des gens qui gueulent, quoi. Donc c'est assez fatigant pour ceux qui les écoutent. Avec des fréquences haut, bas, haut, bas, haut, bas. Aigu, grave, aigu, grave, aigu, grave, assez fréquentes. Donc c'est fatigant pour ceux qui écoutent aussi. Le débit sera très rapide. Et le timbre, plutôt forcé. C'est des gens qui sont un peu tout rouges quand ils parlent. On voit au niveau du cou les veines qui se tendent et qui se raclent souvent la gorge parce qu'ils forcent. Et bien sûr, on aura des intonations explosives. Alors au milieu, vous avez le comportement affirmé. C'est quelqu'un capable de moduler son intensité en fonction de ses besoins. Donc quand il a besoin de parler devant un groupe, il va monter spontanément son intensité sans trop forcer, de façon assez juste. Et puis en relation duel, il sera capable d'avoir une intensité moins forte. La fréquence, elle sera plutôt normale, avec une bonne ondulation, un débit régulier et un timbre plutôt clair. Et puis une adaptation des intonations avec beaucoup d'expressivité, mais pas trop non plus. Ah, voilà le sujet le plus passionnant. C'est ce fameux côté émotion et voix. La voix ne peut pas tricher. C'est-à-dire que même si vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas triste, je vais l'entendre quand même. Même si vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas en colère, je vais l'entendre quand même. Bon, il y en a qui savent très bien tricher, mais de toute façon, ils vont se faire piéger par ailleurs, soit dans leur posture, soit dans les mots un petit peu différents qu'ils vont choisir. Et donc, c'est en lien avec votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous parlez? Comment vous êtes au moment où vous parlez? Eh bien, ça traduit l'émotion du moment ou celle juste avant. Donc, si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle et que vous êtes encore tout ému de cette mauvaise nouvelle et qu'on vous appelle au téléphone et que vous n'avez pas envie d'en parler, vous ne serez pas surpris si on vous dit « T'es sûr que ça va ?» Parce que la personne va l'entendre. Et vous ne pourrez pas tricher avec ça. Donc ça, c'est assez fabuleux parce qu'au moins, on sait qui vous êtes et ce n'est pas conscient. Alors la difficulté pour certains, c'est d'être en accord
avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ce qu'ils montrent à l'extérieur. C'est tout le sujet du livre, d'ailleurs. C'est de permettre aux gens de faire en sorte que l'intériorité rejoigne ce qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes. Donc, souvent, les gens peuvent consulter pour ce genre de dualité. Ce que je montre dans ma voix n'est pas ce que je ressens. Et je ne suis pas content. Donc, ça a des conséquences sur leur comportement. Ils vont être soit agressifs, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils peuvent exprimer, soit passifs, ils n'expriment rien du tout, et ça ne leur va pas, parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Alors, bien sûr, qu'on a tous des émotions en permanence. Mais avant de ressentir une émotion, on se dit des choses. C'est passé par notre tête. Ça s'appelle la voix cognitive. On a tous un monologue intérieur. Et ce monologue intérieur va produire une émotion qui va soit s'exprimer, soit pas s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête ? Est-ce que ce que je me dis dans ma tête, ça va avec ce que je montre à l'extérieur ? Donc, c'est lié. D'abord, je pense à quelque chose, ensuite, ça me donne une émotion. Je me dis des choses dans ma tête qui vont soit renforcer cette émotion, soit la laisser telle qu'elle est. Et peut-être que je pourrais l'exprimer, peut-être que je ne pourrais pas l'exprimer. Donc, ça dépend du contexte. On ne peut pas tout dire n'importe quand, n'importe comment, à n'importe qui. Donc, peut-être que là, en ce moment, vous vous dites des choses dans votre tête. Et vous avez une voix, et vous entendez votre voix. C'est ça, le monologue intérieur. Et est-ce que cette voix, à l'intérieur, que vous entendez, c'est la même, ou elle rejoint précisément celle que vous produisez à l'extérieur ? Donc, c'est tout le débat. D'une thérapie vocale. Oh, putain, c'est pas possible. Oui. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai un bug sur l'ordi. Et du coup, ça marche pas à chaque coup. Ouais, ça marche pas à chaque coup. Voilà. Donc, on parle de triade. Émotion, comportement, voix. Voilà. Mais bien sûr induite par une pensée, puisque la pensée contrôle ce qu'on va dire et ce qu'on va produire à partir de ce qu'on va ressentir. Donc, pour préciser tout cela, j'ai essayé de construire un petit protocole pour évaluer comment est la voix. Et à partir de ça, on verra au bout de ce bilan si c'est utile pour la personne d'être prise en charge ou pas. Donc à chaque fois qu'une personne vient, il n'y a pas forcément de prise en charge. Il faut quand même que ce soit justifié et motivé par des choses très précises. Donc, voici le bilan. Je pose des tas de questions sur le fait d'avoir eu ou pas des problèmes de voix avant, sur
comment ils définissent leurs problèmes de voix. Est-ce que c'est une dysphonie? Est-ce qu'il y a un problème organique? Alors, il y a toujours eu en principe un bilan laryngé. Donc, ils sont avant tout passés chez l'ORL pour que moi, j'ai une image des cordes vocales. Donc, soit je vais voir que c'est un problème mécanique, parce qu'il n'y a pas de lésion, soit il y a une lésion. Et c'est bien de le vérifier parce qu'on peut se tromper. Même si on est habitué à l'oreille, on peut se tromper. Ou même, c'est pas du tout pareil, une rééducation pour une paralysie récurrentielle, c'est une paralysie des cordes vocales, ou pour une rééducation pour quelqu'un qui a des nodules. C'est pas du tout pareil. Donc c'est très important quand même d'avoir un diagnostic de l'ORL. Donc je pose plein de questions pour évaluer précisément le niveau de la gêne. S'il est organique, s'il est physique, s'il est psychologique. Et au-delà de tout ça, on décide ensemble s'il y a lieu de faire une thérapie vocale ou une rééducation vocale. Rééducation vocale, c'est un besoin un peu plus technique. Et thérapie vocale, c'est aller un petit peu plus loin dans la réflexion parce que c'est ce qu'ils se disent dans leur tête qui induit des problèmes de voix. Je schématise. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà. Alors, parfois, quand il faut, je rajoute des choses. Si je suspecte qu'il y a autre chose que des problèmes de voix, comme je suis formée en thérapie cognitive et comportementale, je vais compléter avec d'autres tests qui vont permettre de vérifier s'il n'y a pas une dépression, un trouble anxieux associé. Alors, c'est assez fréquent que les gens aient une anxiété sociale quand ils ont des problèmes de voix. Il y a quelque chose qui ne leur va pas lorsqu'ils s'expriment, ils ont peur de ce qu'ils montrent. Ils ont peur du regard des autres. Alors après, il faut vérifier que ce ne soit pas trop important. Et c'est justement d'autres échelles qui vont permettre de vérifier ça. Alors, j'ai choisi de vous parler d'un cas qui s'appelle Bruno, qui était venu me voir parce qu'il estimait que sa voix était trop féminine. Et il était très embêté parce qu'il devait faire des conférences à la faculté et il était assez jeune. Et il avait très peur de ne pas être crédible avec cette voix-là ou d'être jugé, mal jugé. Donc, il n'y avait pas de problème au niveau de ses cordes vocales du tout, mais une hauteur de voix, pour lui, pas normale. Donc, on a vérifié, effectivement, sa voix était un petit peu haute. Donc, lui, ce qu'il demandait, c'était de pouvoir coordonner sa voix en mettant plus de grave quand il en avait besoin. Mais on lui a posé aussi des questions, puisque ça avait des répercussions, bien sûr, sur son comportement. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Une analyse fonctionnelle. Quel genre de questions je pose pour essayer de comprendre le problème cible de la voix du patient? Alors, on choisit la situation la plus difficile vocalement et on essaye de répondre à ces questions. Comment il fait avec sa voix avant de prendre la parole en conférence devant ses élèves? Alors, comment il anticipe? Eh bien, déjà, avant même d'arriver, il se dit « j'ai peur de ne pas être crédible ». Donc déjà, il se met en tension. S'il se met en tension, on sait d'ores et déjà que sa voix va être plus aiguë. C'est logique. Donc la situation cible, c'est la conférence. Ça va générer chez lui une anxiété, l'émotion, plus ou moins forte selon la conférence, selon les jours aussi. On n'est pas toujours obligé de produire les mêmes choses chaque jour en termes de voix. Qu'est-ce que ça signifie pour lui d'avoir cette voix-là? C'est très intéressant ce qu'il dit, ce monsieur. Il dit « je ne suis pas à la hauteur ». Donc il y a bien un problème psychologique derrière.
qui est renforcée par sa voix aiguë. Donc il ne peut que la maintenir aiguë dans ce contexte-là psychologique. Donc il faut évidemment travailler sur ce qui se dit. Qu'est-ce qui fait qu'il se dit qu'il n'est pas à la hauteur? Donc on va un petit peu réfléchir à ces questions qui sont importantes, parce que si il maintient ses cognitions négatives sur lui-même, il ne pourra pas modifier sa voix. Donc, voilà ce qui se dit. Je ne renvoie pas aux autres ce que je suis vraiment. En gros, peut-être que tout le monde pense que je suis homosexuel, pas du tout, et ça me pose souci, parce que je ne veux pas être considérée pris pour ce que je ne suis pas. À savoir que enfant, ce monsieur avait fait beaucoup de chorale et qu'il avait une voix extraordinaire. Il avait gardé de beaux aigus et il ne les a pas perdus. Donc, on a beaucoup travaillé avec lui sur l'amplitude et la fréquence. Et il a réussi à abaisser sa voix parce qu'il avait de grosses capacités vocales. Mais pas seulement. Au-delà du travail technique, il a réussi à s'estimer un petit peu plus en termes de compétences professionnelles, ce qui fait qu'on a réussi à modifier sa voix, non pas seulement au plan physique acoustique, mais grâce au fait qu'on a remis en question ce qui se disait sur sa voix, sur lui, etc. On l'a régulièrement réévalué en l'exposant à des choses qui ont permis pour lui de vérifier qu'il n'était pas incompétent, que les élèves ne lui renvoyaient pas finalement des choses aussi négatives, que les profs pensaient que les autres profs n'avaient rien dit sur sa voix, ni les élèves d'ailleurs qui pensaient que c'était un bon prof. Alors, au départ, il avait tendance à forcer avec sa voix, mais ça ne la rendait pas plus grave. Au contraire, ça la rendait plus aiguë. Donc, il avait mis en place un mécanisme de forçage vocal. Et du coup, il a fallu supprimer le mécanisme de forçage et réapprendre à parler de façon ample, avec des pensées repositivées. Et puis après, à chaque fois, on l'exposait à des choses en termes de situation de prise de parole qui ont pu progressivement lui permettre de vérifier qu'il était tout à fait capable de contrôler sa voix, la maîtriser, la poser grâce aux techniques, mais grâce aussi à ce qu'il s'est dit progressivement sur lui-même et en modifiant son schéma de pensée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec lui, pour résumer? Il y a eu bien sûr des techniques vocales que je lui ai montrées, qu'il a pu explorer, développer, utiliser après, automatiser même. Et puis, on a appliqué ça sur ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est-à-dire le mettre dans des situations où il fallait qu'il montre qu'il avait une voix affirmée, en simulation par exemple, et en donnant des consignes sur certains paramètres pour qu'il arrive à évoluer à tous les niveaux. Donc au début, il a pris conscience qu'il manquait d'affirmation professionnellement surtout, mais un petit peu plus généralement, c'était quelqu'un qui doutait pas mal de lui. Alors, l'apprentissage du mécanisme vocal l'a aidé à trouver des soutiens physiques. Donc, se sentir mieux, c'est-à-dire qu'on est passé d'abord par le corps pour qu'il ait d'autres sensations plus agréables quand il prenait la parole. Et puis, dans les situations anxiogènes, il devait appliquer ces techniques, ce qui le détournait progressivement de ses pensées négatives. Et comme forcément le renforcement était positif, puisque ça se passait très bien, progressivement, il a réussi à changer et le mécanisme de forçage et
ces cognitions. Voilà. Donc, après 35 séances, on a eu... Alors, ça peut vous paraître beaucoup, 35 séances. Mais ça faisait quand même des années qu'il parlait comme ça. Une diminution de l'anxiété lors de la prise de parole. On l'avait évalué en début, on l'a réévalué en milieu de thérapie vocale et enfin. Et on a pu voir que les chiffres avaient évolué en la faveur de la diminution de l'anxiété. Il est passé d'une voix de sol 2 à ré 2, ce qui est pas mal. Et il a eu des bénéfices sur son affirmation de soi. Donc il était moins anxieux social, si on veut parler d'anxiété sociale. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de trouver un bien-être. Que ce ne soit plus une épreuve pour lui de prendre la parole et de faire ses cours. Je vais faire ce qu'elle m'a dit, la dame, là, parce que je ne suis pas très douée, moi. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si c'est utile de vous parler d'un autre cas. Je préférerais plutôt que vous interveniez sur des choses qui vous intéressent dans ce que je viens de vous exposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas des rééducations où il y a des lésions, parfois la rééducation peut suffire. Donc, au bout de 6 mois, on obtient une modification du geste vocal certainement, mais l'altération évolue, c'est-à-dire qu'elle régresse en principe si vous avez bien fait votre travail. Parce que si en revanche elle ne régresse pas, c'est que c'est plus grave, c'est qu'il y a autre chose. Voilà, donc c'était un autre cas. Je ne sais pas si c'est utile de parler d'autres choses. On a donc une partie dysphonie fonctionnelle avec des problèmes mécaniques, une partie dysphonie organique. Et entre les deux, on a des gens qui ne sont pas affirmés et qui souffrent de ne pas être en accord avec leur voix. Oui ? Oui ? Oui ? Merci beaucoup. J'aurais 2 questions sur le cas de Bruno, simplement pour comprendre un petit peu ce qui relevait du mal-être chez cette personne. Si vous savez, comme vous avez eu cette personne en traitement, si c'est une personne qui était homosexuelle et qui avait peur d'être démasquée, donc si c'était une peur réelle, ou si c'était quelqu'un qui souffrait d'une crainte injustifiée d'homophobie à son égard, et dans ce cas, c'était une peur imaginaire. Donc comment vous auriez traité ça ? Et j'aurais une autre question aussi, savoir si vous aviez des sessions ou des séances de coaching vocal pour les femmes qui prennent la parole en public, parce que c'est parfois une difficulté récurrente dans certains milieux. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, j'ai posé la question parce qu'on était dans une collaboration thérapeutique installée. Et il a pu me dire la vérité, c'est-à-dire qu'il n'était pas homosexuel. Donc il était d'autant plus gêné. Parce que effectivement, j'aurais pas traité les choses de la même façon si ça avait été le cas. On aurait passé plus de temps à réfléchir sur sa peur du regard des autres, qui était légitime. C'est pas que celle de Bruno ne le soit pas, mais c'est différent. Donc on aurait passé plus de temps peut-être sur la peur du regard de l'autre si ça avait été vraiment le cas. Et voilà. Donc j'aurais pas traité les choses de la même façon, c'est clair. Et alors la deuxième question, oui, je fais des groupes de coaching vocal à mon cabinet. Alors, voilà un petit schéma qui s'appelle schéma cognitivo-comportemental pour décrire ce qui se passe dans la problématique du patient et les liens entre les pensées, les émotions et la voix. Donc on réfléchit vraiment ensemble,
c'est pas moi qui donne les réponses. Je fais ce travail en étroite collaboration avec le patient. Bon, ça c'était Raphaël. Donc Raphaël, je n'ai pas forcément envie de vous en parler parce que je vous ai déjà proposé un cas, c'était déjà pas mal. Excusez-moi, je regarde ça. Oui, alors, l'analyse cognitive permet d'aller plus loin. Et c'est ça l'originalité de l'approche cognitivo-comportementale, c'est ça, c'est aller plus loin que la technique. C'est se dire, si je continue à douter de moi et que je sais parfaitement utiliser ma technique, est-ce que ça va être suffisant ? Il est prouvé que non. Il faut aller un peu plus loin. Donc le travail sur ce qu'on appelle les distorsions cognitives permet d'aller plus loin pour répondre à cette question du mal-être vocal. Voilà, donc après, voici ce qu'on fait comme technique, par exemple. Donc, en fonction des cas, des tensions, de la posture, de tout ce que je peux voir, on fait de la relaxation. Parfois, les gens n'ont même pas conscience de leur tension. Mais en même temps, c'est très difficile de sentir les tensions au niveau du cou. Quand vous parlez, est-ce que vous pensez aux muscles qui se tendent au niveau du cou ? C'est très compliqué. Ce qu'on appelle la proprioception au niveau laryngé, il faut vraiment s'y pencher pour sentir. C'est pas si simple. Mais pas seulement les tensions laryngées, les tensions au niveau des épaules, du corps, etc. Et puis cette fameuse respiration. Si on a besoin de restructurer les pensées négatives, eh ben, on met à jour et on discute toutes ces pensées automatisées négatives et on essaye avec le patient de l'aider à les modifier. Voilà. Donc, on propose des situations d'exposition aux situations anxiogènes. Donc après, on peut faire des tas de courbes pour mesurer l'évolution. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà. Et par exemple, voilà ce qu'on peut obtenir dans le cadre d'une dysphonie organique. En début de traitement, on a des nodules, un particulièrement, et puis plus à la fin. Simplement avec une rééducation. Mais pas simplement comme ça, c'est pas magique non plus, c'est parce qu'il y a eu la technique, plus les discussions et la remise en question du schéma cognitif, toute la partie émotionnelle, c'est un travail en profondeur. Voilà. Donc, je vais revenir avec vous sur les techniques vocales précisément. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe du temps sur la statique corporelle et on fait toujours les mêmes exercices en début de séance pour une mise en mouvement, pour se détendre, pour se retrouver dans son corps. On prend le temps de se relaxer. Au début, je fais allonger les patients pour qu'ils sentent vraiment la détente des muscles dans leur corps, la respiration, la coordination pneumophonatoire et le travail sur les paramètres de la voix. On voit chanter le plus souvent. Donc, je les fais chanter. Donc, c'est pas toujours évident pour certaines personnes parce que ça produit beaucoup d'émotions de chanter. Donc, il y en a, ils adorent, puis il y en a, ils sont terrorisés parce qu'ils ont peur de chanter faux. Après, pour les professionnels de la voix, je passe beaucoup de temps à travailler la projection vocale pour qu'ils évitent de se faire mal parce qu'ils ont une activité vocale en voix projetée prolongée, ce qui fait qu'ils sont plus sujets que les autres aux problèmes de voix. Après, on parle de leurs émotions.
et on les aide à s'affirmer dans leur voix. Qu'est-ce que c'est s'affirmer avec sa voix? Comment on peut entendre dans votre voix que vous êtes affirmé, que vous n'êtes pas affirmé? Eh bien, c'est pouvoir vérifier que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous n'avez pas forcément la voix qui tremble, mais vous avez une voix affirmée, c'est-à-dire vous ne redoutez pas de demander quelque chose à quelqu'un et ça s'entend. Donc là, c'est toutes les situations d'affirmation de soi qui sont reprises et conjuguées avec la voix. Montrez-moi que quand vous dites non, vous êtes affirmé. Montrez-moi que vous n'êtes pas affirmé, montrez-moi que vous êtes agressif. Donc, ce que je vous montre ici, ce sont des situations d'affirmation de soi les plus courantes, où d'abord on va décrire l'affirmation de soi en général et on va vérifier dans la voix, pour ces situations, si la personne est en accord avec ce qu'elle ressent sur ces situations et ce qu'elle montre dans sa voix. Montrez-moi que vous êtes en colère. Donc on choisit une phrase, répète la phrase et on fait du travail en groupe parfois et les gens doivent soit trouver l'émotion qu'ils veulent montrer, soit vérifier avec les autres s'ils ont bien perçu le niveau d'intensité de leur émotion, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en conclusion ? Que je suis en colère contre ce matériel et que je vais changer mon ordinateur. Vous sentez que je suis en colère là ? Bon, je ne suis pas très à l'aise parce que je ne me sens pas top au niveau de la technique, mais ça je le savais déjà. Donc les bénéfices de la double prise en charge, alors ça ne veut pas dire que les orthophonistes qui font que des rééducations techniques, c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire, du tout. Je pense qu'elles font exactement la même chose que moi, sauf qu'elles ne savent pas qu'elles font de la thérapie vocale. Elles aussi, parce qu'elles se posent plein de questions, parce qu'elles ne sont pas forcément formées en thérapie cognitive et comportementale et qu'elles n'ont pas forcément le vocabulaire qui va avec. Donc la double prise en charge, c'est à la fois les techniques et à la fois la partie comportementale et cognitive qui vont se rejoindre pour permettre une coordination, un accord entre ce qu'on se dit dans sa voix intérieure et ce qu'on montre dans sa voix à l'extérieur. Ça passe par tout ce que je vous ai expliqué, la prise de conscience du lien qui existe entre ce que vous vous dites de négatif sur vous et vos problèmes de voix. Donc on va analyser ces choses qu'on appelle distorsion négative, pensée négative. Et grâce au travail comportemental, physique, grâce à la remise en question de ces schémas au plan global, on va modifier des choses. Et tout simplement, même le fait de se décentrer de ces problèmes de voix par des techniques, ça va déjà vous permettre de vous faire évoluer quand vous travaillez votre voix au plan de votre perception, la perception que vous avez de votre voix et de vous-même d'ailleurs. Donc, le but, c'est d'obtenir une affirmation vocale, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans votre voix. Vous n'avez plus rien à lui reprocher. Vous êtes content. Alors, je vais vraiment me fâcher.
qu'est-ce que je veux dire par réversibilité de l'approche cognitivo-comportementale dans la thérapie vocale? Alors, ce qui est fort intéressant, c'est de constater que cette approche est réversible. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour des problèmes de voix et que vous vous occupez d'aller un petit peu plus loin dans ces cognitions, vous allez pouvoir obtenir une amélioration des problèmes de voix. Et si quelqu'un vient sans problème de voix et que vous lui donnez des techniques de voix, vous le faites chanter, ça va l'améliorer dans sa tête. Donc les deux se rejoignent puisque quand vous faites du comportemental vocal, ça a une répercussion sur votre intériorité. En gros, chantez et ça vous rendra joyeux. C'est simpliste, hein, mais c'est quand même vrai. Et notamment, j'ai pu vérifier ça chez une patiente Alzheimer, la pauvre, qui était très dépressive parce qu'elle ne pouvait plus parler. Et quand je l'ai fait chanter, son visage s'est illuminé et les mots sont revenus. Et ça veut dire que ça pouvait lui faire beaucoup de bien aussi, de retrouver le pouvoir des mots et sa voix en tout cas, et chanter, tout ça, c'était très fort. Donc ça a eu un impact sur son bien-être, bien sûr, momentanément, mais après, quand elle revenait, elle avait plus souvent envie de chanter que de parler de ses problèmes, parce qu'elle avait un bénéfice. Et à l'inverse, quelqu'un donc qui a un problème de voix et qui veut que je m'occupe que de sa voix techniquement, eh ben, si je m'occupe de ce qu'il a dans sa tête, ça l'aide tout autant, sans forcément forcer sur les techniques, ça va l'aider quand même. Voilà. Je vais essayer de finir en beauté. Regardez, hop. Ah, j'ai réussi. Eh bien, merci de votre attention. C'est le temps des questions. Je ne sais pas, cher docteur, si vous avez des choses à me demander. Très bien. Moi, j'ai une question, excusez-moi, je suis là. Oui. Je voudrais revenir sur les mécanismes vocaux. Oui. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas abordé le rôle d'autres organes dans la production de sons, de paroles et de sens, comme la langue, les dents, les lèvres. Il me semble que ça contribue aussi fortement à ce que ce qui Bien est dit sûr. soit intelligible. Bien sûr, j'ai survolé pour que ce soit... j'ai survolé parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai pris plus de temps dans mon livre pour expliquer toutes ces choses qui vont ensemble. Donc je suis désolée, je ne suis pas exhaustive ce soir. J'ai dit juste l'essentiel parce que sinon on rentrait dans des détails à n'en plus finir et ça aurait donné trop de place à certaines choses, pas assez à d'autres. Donc j'ai essayé d'être... alors je reconnais, c'est pas forcément exhaustif. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Le rôle de la langue, des dents, des lèvres dans l'émission de son, dans la Bien transformation de vibrations en paroles et donc dans la construction du sens. Oui, alors effectivement, la voix résonne dans des cavités. Et en fonction de de votre façon d'articuler, vous allez modifier la résonance. Et donc, la voix va être différente en fonction de votre articulation. C'est très juste. Donc, plus c'est serré à l'intérieur et plus les points d'articulation sont flous, plus la voix sera floue. Parce que ça ne résonnera pas pareil. Plus vous faites de place dans votre bouche, plus vous êtes détendu au niveau de la langue et plus vos points d'articulation sont précis, plus la voix se clarifie. Est-ce que j'ai répondu ? Mais si vous voulez plus de précision, il faut évidemment rentrer un petit peu plus dans les définitions que j'ai données. Est-ce qu'on peut dire que la voix est tout simplement l'expression du tempérament comme le mouvement l'est ?
C'est philosophique, hein, ça. Vous savez, le comportement d'une personne, est-ce que la voix est aussi l'expression du comportement, du rapport qu'on a avec soi, avec la vie, Oui. tout simplement? Oui, moi je pense. Si. Je pense que la voix, c'est le reflet de votre âme. Oui, merci. J'ai vu dans une de vos diapositives savoir dire non. Alors je peux en parler parce que dans les entreprises, c'était un des stages qui avait le plus de succès, hein. De quoi inquiéter tous les DRH. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment vous l'abordez, ce savoir dire non? Alors, savoir dire non, c'est une question d'affirmation. Souvent, les gens n'osent pas dire non, pour plein de raisons. Alors, professionnellement, ça peut être délicat pour eux d'avoir à dire non, je ne rendrai pas ce travail pour demain. Donc, comme ils ont peur de se faire virer, ils ne vont pas dire non, par exemple. Donc, il y a une peur derrière le fait de ne pas pouvoir dire non, peur du regard de l'autre et des conséquences du non. Alors, c'est des gens qui vont s'imaginer des choses si ils disent non, des choses négatives. Donc, ils ne vont pas dire non. Donc, on apprend à dire non. Alors, en respectant donc le non, c'est très important. C'est se respecter soi, d'être capable de dire non, et respecter l'autre. Parce que si vous dites oui tout le temps, vous n'êtes pas crédible. Donc, on apprend à partir de situations concrètes à dire non. Donc, quelqu'un trouve une situation où il n'a pas réussi à dire non, et on la retravaille, on essaye de voir ce que ça va faire s'il dit non, mais de façon affirmée. Pas un non catégorique, sans justification. Il y a une façon de dire non. Et donc, on travaille sur la façon de dire non. La façon, c'est l'affirmation de soi. C'est-à-dire, je te dis non parce que je me respecte et je te respecte. Si je te dis pas non, je me respecterai pas, donc je serai pas bien. Toi, tu seras content, mais pas moi. Et du coup, dans nos relations, ça va se ressentir. Donc voilà, on part de situations concrètes. Petite question, on peut ne pas avoir de problème de voix, par exemple, mais pour des personnes que je connais, par exemple, vont avoir un dialogue intérieur qui n'existe pas. C'est-à-dire que la personne va constamment parler. Il n'y a pas un dialogue dans la tête et un dialogue à l'extérieur, mais il y a un monologue constant. C'est-à-dire que comme si la personne était à l'extérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire une réflexion à l'intérieur, elle parle comme si elle était dans sa tête toute seule. La réflexion qu'elle se fait, en fait, elle la dit constamment. Elle dit constamment ce qui se passe dans sa tête. Mais ça, c'est un type de personne. Oui, mais la personne, elle, ça lui pose un problème dans le sens où elle a plus d'intimité. Ah bah oui, c'est clair. Et paradoxalement, est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que la personne va dire plus de choses qu'elle voudrait en exprimer. Par exemple, les lapsus. C'est-à-dire qu'une personne qui fait un lapsus, c'est pas gênant. Une personne qui ferait plus de lapsus que de communication normale, comment on peut intervenir sur le lapsus? Je pense que ce que vous décrivez, ça a trait à la psychologie. Je pense que c'est des problèmes plus importants. Donc, on n'est pas dans la normalité, là. Ce n'est pas des problèmes de voix, ça. D'accord ? Donc, on peut travailler sur la mise en mots, sur tout un tas de choses, mais il ne s'agit pas de la voix, là. Précisément. Il s'agit d'une difficulté psychologique. Ou alors neurologique. Et à ce moment-là, c'est un autre travail. De l'orthophoniste et ou du psychologue. Parce qu'il faut aider ces patients, il faut les accompagner, ce n'est pas forcément facile.
tout comme les aphasiques, qui ne peuvent pas forcément dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc vous avez plusieurs types d'aphasie. Les aphasiques qui ont des logorées verbales et on ne comprend rien, quoi. Et ils ont besoin d'un accompagnement et d'une rééducation, tout comme les aphasiques qui ne peuvent plus dire grand-chose. Mais vous voyez, il y a une pathologie au-dessus qui est plus importante. C'est pas que de la voix, là. Oui. Ah bon. Ah bon. C'est pas de la voix, la dyslexie, hein. C'est du langage écrit. C'est un trouble du langage écrit. Après, bien sûr qu'il y aura des conséquences psychologiques de la dyslexie. Mais il faut d'abord rééduquer la dyslexie. Mais je vous rassure, les orthophonistes, elles sont un peu psychologues, hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que toutes les règles que vous avez décrites, en particulier les paramètres physiques, hein, hauteur de voix, débit de voix, le timbre, etc., est-ce que ce n'est pas relative à une culture, à une langue parlée? Un russophone n'aura peut-être pas les mêmes paramètres qu'un arabophone, qu'un germanophone. C'est juste, oui. C'est juste, mais oui. on reste dans une certaine normalité quand même en termes de hauteur, en termes de vitesse. Enfin, vous voyez tous les paramètres décrits, il y a quand même une normalité culturelle, malgré tout. Oui. C'est assez universel. Il y a des points communs entre les langues parlées. Oui, oui. Alors, effectivement, la fréquence dans les voix étrangères, anglaises, etc., c'est pas tout à fait les mêmes qu'en français, je suis d'accord, mais ça varie pas non plus tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. D'ailleurs, vous l'entendez, les voix anglaises, en principe, c'est un peu plus grave. Les voix allemandes aussi. Les voix italiennes, c'est plus aigu. Mais ça module un peu plus, mais on reste dans une certaine norme. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous apprenez à habiller sa voix. À quoi? À habiller sa voix. Habiller sa voix, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on apprend à s'habiller, on est tout nu et on va apprendre à s'habiller. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'habiller. On va leur apprendre à s'habiller pour que le vêtement corresponde à l'apparence qu'ils veulent donner. Et savoir si vous donnez, si on vous dit j'ai une voix très monocorde ou j'ai envie aujourd'hui d'être très gaie, comment rendre ma voix gaie, ou j'ai envie d'être très triste, comment rendre ma voix triste. Voilà, c'est ça. Oui, ça c'est des demandes qui sont plus subjectives, mais pourquoi pas, on fait des tas d'exercices ludiques pour colorer sa voix, apprendre à colorer sa voix. Donc moi je passe beaucoup par le chant. Mais pas seulement, je fais travailler sur des répliques et puis sur des phrases que le patient choisit. Et on travaille sur les émotions, on met des émotions dans la voix. Et puis je donne des consignes de fréquence. Faites une voix aiguë, une voix comme ci, une voix comme là. Et donc en explorant toutes les possibilités jamais explorées, ils vont découvrir des choses et élargir leur potentiel vocal. Toujours. Toujours. J'ai répondu ? Juste à propos des gens dont on dit qu'ils chantent faux, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire ? Alors oui, personne ne chante faux. C'est juste un problème d'oreille. Ils ont un mauvais feedback. Donc, ils n'entendent pas la même chose dans leur tête et ce qu'ils produisent. Et ça se travaille. Voilà. Donc, certains ont besoin de plus de temps que d'autres, mais c'est juste un problème de feedback auditif. Ils n'entendent pas la même chose dans leur tête. Souvent, d'ailleurs, ils n'entendent rien dans leur tête. Donc, il faut les apprendre à passer par
ce qu'ils vont devoir entendre et se représenter auditivement avant de produire. C'est comme s'ils grillaient une étape. Et donc, il faut remettre cette étape, leur faire entendre le son dans leur tête avant de le produire. Voilà. Et puis, s'entraîner beaucoup. Et puis, les aider à se contrôler tout seuls au niveau du feedback après. Hein. S'ils aiment ça et s'ils ont envie de chanter. Après, on n'a pas tous le même potentiel, hein, je vous l'accorde. S'il vous plaît. Oui, je connais une personne là qui fume beaucoup et du coup sa voix depuis 3-4 ans elle a changé. Ça sera Oui. Ça sera en rapport avec ses cordes vocales ou avec autre chose, ou le larynx, ou le... je ne sais pas. Bah, s'il y a une modification de sa voix, ça dépend ce qu'elle a, sa voix. Décrivez-la moi. Elle est beaucoup plus grave par rapport à avant, elle était plus souple, plus normale. Elle était beaucoup plus normale avant. Et là, elle est devenue beaucoup plus grave. Presque, je dirais presque, je prendrais le mot peut-être un peu rocailleuse, je ne sais pas. Eh bien, probablement que oui, que les cordes vocales sont altérées. Pas la cigarette alors. Donc, il faut faire un bilan laryngé pour voir l'état des cordes vocales et les rééduquer. Mais une rééducation, ça ne servira à rien s'il n'arrête pas de fumer. D'accord. Et ça peut servir s'il arrête de fumer éventuellement ? Oui, évidemment. Mais il faut être sûr qu'il n'ait rien sur les cordes vocales quand même. Hein. Ouais, parce que d'après ce que vous décrivez, ça n'a pas l'air très joli. Donc oui, ça alourdit la corde et ça crée des lésions, la cigarette. D'accord. Pardon, excusez-moi. J'arrive, le micro. Je voulais savoir si, en tant qu'orthophoniste, vous étudiez aussi les mécanismes de réception par le cerveau et par l'oreille des voix, en fait. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on les trouve agréables ou pas, quoi. Alors, comment je vais répondre à cette question ? J'enregistre toujours les patients quand ils viennent me voir et je leur demande ce qu'ils pensent de leur voix. Alors, très souvent, ils ne la reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce que la voix résonne à l'intérieur de soi et quand je la produis, je l'entends à l'intérieur de la résonance osseuse. En revanche, vous l'entendez dans l'espace. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on entend, vous et moi, quand je parle. Donc déjà, il faut qu'ils s'habituent à ça. Et après, la clarté de la voix, ça dépend de plein de choses. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez me dire par là. En fait, est-ce qu'il y a des études sur la sensibilité individuelle qu'on peut avoir dans le cerveau par rapport à un type de voix, en fait plus du côté de la réception, vraiment, quoi. C'est-à-dire la capacité à trouver une voix claire ou pas claire, voilà. Jolie ou pas jolie. Je ne suis pas au courant s'il y a eu des études ou pas. Je ne sais pas ça. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Alors justement, par rapport à l'avant-dernière question, vous aurez compris pourquoi j'interviens maintenant. Je fais partie de ces personnes qui fument et qui ont des problèmes de voix. Bon, ceci dit, moi je voudrais savoir, c'est quand même, est-ce qu'il ne serait pas possible d'entreprendre un travail, ne serait-ce que pour moduler la voix, moduler ma voix, poser ma voix, etc. Bon, je veux dire, même en dehors du fait de fumer. Bon, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en fonction des circonstances dans lesquelles je me trouvais, les personnes avec lesquelles j'étais, soit moi, ma voix devenait assez agréable, qui sont un peu plus agréables, ou alors vraiment, alors pas du tout. C'était même de la quasi-aphasie. J'ai même l'impression que c'est une espèce d'agressivité que je rentrais à l'intérieur de moi-même. Donc ça altérait ma voix, faute de pouvoir l'exprimer. Donc j'aimerais savoir si justement, même dit arrêter de fumer, c'est difficile, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même travailler sur sa voix ? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. En fonction du contexte, vous ne produisez pas la même chose. Donc, moi, à partir du moment où la personne elle est motivée et où on peut l'aider à, en fonction du contexte, modifier ses problèmes de voix, oui, je vous dis oui. Bonsoir. Je voulais savoir, bonsoir. En fait, si on pouvait parler un peu de problèmes d'articulation.
Ça fait des années que ça me poursuit, hein, c'est un peu gênant. Vous avez des problèmes d'articulation, d'accord. Ouais, déjà j'ai une voix basse, peut-être vous... trop réservée, je ne sais pas si c'est le comportement. Alors l'articulation, c'est une chose, la voix c'est une autre. Donc dans votre cas, ce serait intéressant de vous occuper d'abord de l'articulation pour que ça ait un impact sur la voix. Mais on peut bien combiner les deux, oui. Mais vous pouvez travailler dessus. Ça demande beaucoup de régularité avant d'automatiser. Il faut une rééducation intensive. Les personnes qui parlent seules ? Ben, si c'est tout le temps, c'est un petit peu embêtant. Donc je les invite à rencontrer du monde. Oui, je pense que c'est qu'elle ne trouve pas de bon interlocuteur, donc elle se parle à elle-même pour... un peu difficile de dire si c'est psychologique. Peut-être qu'elle va très bien, mais que la seule façon d'entrer en contact avec elle-même, c'est de se parler à haute voix. Après, si c'est tout le temps et qu'elle a peu d'échanges à l'extérieur, autant qu'elle se parle à elle-même, mais autant qu'elle parle à d'autres, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un problème de contexte, d'âge, d'isolement. Bonsoir. Bonsoir. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui utilise sa voix sur un centre d'appel et donc une grande partie de la journée en continu pour la garder en forme, en prendre soin? Une hygiène vocale très particulière. C'est-à-dire, vous êtes un professionnel de la voix, vous devez faire des choses comme un sportif, c'est-à-dire vous entraîner, vous échauffer la voix et avoir des moyens quand même au niveau technique qui vous permettent de ne pas trop forcer, c'est-à-dire qu'il faut des micros, des choses comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, l'activité vocale va user l'organe vocal, de toute façon. Mais moins si vous avez une hygiène vocale avec une stimulation régulière le matin, des exercices spécifiques pour éviter de forcer. Plein de conseils. Style, quand vous rentrez chez vous, il ne faut pas trop parler, il faut se reposer avant de reprendre la parole. Plein de choses comme ça. Mais c'est de l'hygiène, ça, l'hygiène vocale. Est-ce que vous pouvez nous parler de la voix, le rapport des problèmes de voix avec la maladie de Parkinson? C'est très intéressant. Effectivement, la voix des gens qui ont la maladie de Parkinson est chevrotante, avec un son discontinu qui est lié au tremblement. Alors, ces personnes-là, il faut beaucoup les stimuler. C'est-à-dire qu'il faut, contrairement à ce que je vous ai expliqué jusque-là, il faut qu'elles forcent un peu plus, qu'elles poussent un peu plus. Donc il faut une grande stimulation vocale pour maintenir la vibration. Donc c'est fatigant. Donc ça demande beaucoup d'efforts, mais au moins sur les temps de parole importants, avec beaucoup de stimulation, on peut quand même maintenir une vibration continue, mais pas sur une durée trop longue non plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On va prendre quelques dernières questions ici et là. Oui. Je voudrais savoir quels sont les organes qui entrent en fonction, en action, lorsque un ventriloque s'exprime. Eh bien, les mêmes que vous, si ce n'est qu'il n'articule pas avec sa bouche, avec ses lèvres. Donc il utilise plutôt la langue et des choses qui ne se voient pas. Donc la langue, l'intérieur des lèvres. Après, je ne suis pas spécialiste des ventriloques, mais
Mais c'est l'absence de mouvement des lèvres, principalement. Oui, parce qu'ils arrivent à avoir deux intonations très différentes de voix et en pensant qu'il y a deux personnes qui s'expriment à la fois. Oui. Et ça, c'est un jeu très particulier sur l'articulation. Donc langue, bouche. Et rien du tout, c'est beaucoup plus difficile puisque de toute façon, ce qui produit les sons, c'est la langue. Enfin, ce qui produit, par exemple, une voyelle, un son, une consonne, c'est en fonction du point d'articulation. Donc s'il n'y a pas de point d'articulation, ce n'est pas possible. Donc ils trouvent d'autres possibilités pour avoir des points d'articulation qui vont être semblables à ceux qu'on produit avec les lèvres. En fait, c'est des magiciens, quoi. Ils trouvent d'autres points d'articulation qui vont ressembler à l'intérieur de leur bouche et on ne les voit pas. Je sais pas trop ça. J'en sais rien. Je me suis pas trop penchée sur la question, même si j'ai entendu déjà des oiseaux parler. Ma maman est dans la salle et elle est très très forte parce qu'elle a réussi à faire parler une perruche. Donc c'est une question intéressante. Comment faisait la perruche? Demandez à ma maman. Une dernière question. Oui, bonsoir. Vous avez dit que la voix s'usait. Je suis là. Est-ce que la voix vieillit? Oui. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des façons d'empêcher le vieillissement de la voix? Oui. La voix qui vieillit, ça s'appelle la presbyphonie. C'est une voix qui se dégrade un petit peu en termes de vibration. Donc une vibration moins parfaite des cordes vocales. Une solution, c'est la stimulation. Souvent, les voix se dégradent parce qu'elles ne parlent pas assez et qu'elles ne sont pas assez stimulées. Mais par exemple, vous remarquerez que les comédiens, qui sont très sollicités vocalement, ont une voix même âgée, presque identique à celle qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Donc ça vient de la stimulation et de l'activité vocale régulière. D'ailleurs, les personnes âgées, si vous les écoutez, elles ont souvent des voix éraillées, chevautantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont isolées et qu'elles ne parlent pas toute la journée. Donc, au bout d'un moment, l'appareil vocal, il se flétrit. Il n'a plus la tonicité pour produire une vibration claire et spontanée même. Merci à Agnès Auger. La prochaine conférence du cycle aura lieu le jeudi 21 février avec Jacques Robert sur les allergies de l'enfant. Tout à fait. Mais que je rassure quand même les populations, c'est que le singe parmi les animaux, mieux que la perruche, le singe a tout ce qu'il faut pour parler. Et s'il ne parle pas, pourquoi ne parle-t-il pas? C'est parce qu'il n'a rien à dire. Tout à fait vrai. Et d'autre part, alors le vieillissement de la voix, là moi j'ai une petite expérience, c'est que la voix de 50 ans après ne change pas. Et on reconnaît au téléphone quelqu'un qui ne vous a pas téléphoné depuis 50 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. Et on reconnaît la voix d'un garçon qu'on a connu au lycée et qui vous appelle un jour comme ça, un demi-siècle après, et on le nomme son nom, on lui dit son nom. La voix, ça ne s'use pas. C'est l'identité. Voilà. Juste deux informations Encore merci. De la part de